Dans tout crime, ce qui importe, ce ne sont pas seulement les actes mêmes, mais aussi la manière dont ils sont justifiés. À travers l'histoire, chaque fois que des individus ont tenté de priver d'autres personnes de leur droit à l'existence, poussés par une obsession du pouvoir et le besoin de contrôler le destin d'autrui, ils n'ont jamais qualifié cela de crime. Protection, de purification, d'illumination ou encore de souci du bien-être national. Dans cette vidéo, nous allons examiner les faits qui dévoilent ceux qui, sous prétexte de protéger la société, utilisent la liberté d'expression et l'activisme anticulte comme couverture pour manipuler les esprits. Leur véritable objectif n'est pas seulement le pouvoir absolu. Ils sont en train de bâtir leur propre empire totalitaire, pavé de vies humaines brisées. Il ne sera pas question ici de spéculation ni de théorie. Nous parlerons de faits, de témoignages, de précédents et de preuves tangibles. Des preuves montrant comment un maniaque avide de pouvoir établit des listes d'élimination et s'apprête à placer ses fidèles aux postes de pouvoir les plus élevés. Si vous avez vu ma vidéo précédente, vous savez déjà de quoi il s'agit. Sinon, je vais faire un bref récapitulatif. J'ai abordé le sujet des activités d'Alexander Dvorkin et de son entourage. Ce même sectologue russe notoire qui s'est avéré être non seulement un manipulateur, mais aussi un homme atteint de diagnostics psychiatriques documentés, animé d'un penchant pathologique manifeste pour le sadisme, et selon les témoignages de ses victimes, pédophile présentant une déviance connue sous le nom de coprophilie, excitation sexuelle provoquée par l'ingestion d'excréments. J'ai montré comment, en l'espace de 30 ans, il a construit un vaste réseau d'influence. Le RACIR et les organisations qui y sont affiliées, le tout sous le couvert d'un soi-disant combat contre les sectes et les cultes. Il s'agit en réalité d'une structure sectaire fondée sur la violence, la contrainte et la terreur psychologique. Ce réseau agit activement en Russie, en Ukraine, en République tchèque, à travers toute l'Europe et même aux États-Unis, par l'intermédiaire des tribunaux, des médias, des réseaux sociaux, par l'intermédiaire de fonctionnaires et de prétendus experts. Selon les propres critères de Dvorkin, son organisation répond à la définition d'une secte totalitaire classique avec une hiérarchie rigide, un pouvoir centralisé, des rituels secrets et un culte de la personnalité. Une secte qui a obtenu un accès aux forces de l'ordre, aux tribunaux et aux ministères. Une secte qui se présente comme une organisation citoyenne de combattants contre les cultes, de protecteurs de la société ou encore de purificateurs religieux. Mais en réalité, c'est le culte le plus agressif, le plus anti-humain et le plus extrémiste de notre époque. Vous vous demandez peut-être, pourquoi ne l'avez-vous pas remarqué? Parce que Dvorkin et ses adeptes ont toujours tout fait pour que vous ne le remarquiez pas. Ils se font passer pour des gens soucieux du bien commun. Ils affirment qu'ils sauvent des gens des sectes. Mais en vérité, ils détruisent quiconque refuse de leur obéir. L'épisode précédent a provoqué une réaction énorme, et cela n'a rien d'étonnant. Car au-delà des connexions et des réseaux dévoilés, il révélait non seulement la pathologie psychologique de Dvorkin, mais aussi la clé de tout son empire. Son culte totalitaire est fondé sur la peur et l'humiliation. Et au cœur de cette structure de pouvoir, il y a un rituel d'initiation secret impliquant la consommation d'excréments humains. Oui, c'est immonde. Rien que d'en parler évoque les associations les plus immondes. Mais c'est précisément cela, le cœur du système de contrôle par lequel Dvorkin tient son armée sous contrôle. Imaginez maintenant, vous êtes ambitieux, mais vulnérable.
Dvorkin vous propose une place au sein de son empire, à une condition que vous passiez par une initiation. Cet immonde, écœurant au point d'en avoir des spasmes à l'estomac. Mais votre esprit, empoisonné par la soif de pouvoir, vous murmure une seule fois et on n'en parlera plus, et puis vous découvrez que tout a été filmé. Dès cet instant, vous devenez son esclave. Vous n'êtes plus un être humain. Vous êtes un simple fichier dans les archives de Dvorkin. Un dossier, un enregistrement, une ressource, un clic et vous n'êtes plus rien. Un appel, une vidéo et votre vie entière s'effondre. Tout ce que vous avez acquis grâce à cette initiation, pouvoir, réputation, reconnaissance, argent, relations, est à jamais recouvert par ce que vous avez avalé en retenant vos hauts le cœur pour y parvenir. Aucun grade militaire, aucune robe de magistrat, aucun insigne de député ne pourra jamais effacer cette vidéo où vous êtes littéralement en train de bouffer de la merde pour votre carrière. Et ils sont des centaines comme vous, dans les tribunaux, dans les médias, dans le monde académique, dans les services de sécurité, en politique. C'est ainsi que Dvorkin a bâti son empire du pouvoir. Et pas seulement en Russie, en Europe aussi. Son culte est une pyramide coprofile, où chaque niveau est régi par la peur, la saleté, la perversion, la manipulation et le chantage. Vous vous demandez quel est le but de tout ça? C'est simple. Pour que Dvorkin puisse prendre le contrôle, non seulement des institutions, mais de toute la société. Posez-vous une question simple. Que feraient des personnes ayant subi son initiation pour protéger leur réputation? Jusqu'où iraient-elles pour empêcher que la vérité sur la manière dont elles ont obtenu leur poste élevé et leur pouvoir n'éclate au grand jour? Quelles décisions prendront-elles une fois solidement installées au pouvoir? Quelles lois feront-elles passer? Quels droits piétineront-elles? Quelles libertés étoufferont-elles? Défendront-elles la justice? Ou tels des chiens enragés, traqueront-elles les dissidents? Persécuteront-elles les scientifiques? Et sèmeront-elles la terreur informationnelle, simplement pour cacher leur linge sale? C'est là que réside le génie de Dvorkin. Il a transformé quelque chose de profondément immonde en l'instrument de contrôle le plus fiable. Son rituel n'est pas seulement un acte déviant, c'est une arme de soumission massive. Après la révélation de ces informations, comme c'est souvent le cas, certains ont compris les enjeux et ont apporté leur soutien. D'autres ont commencé à s'inquiéter. Et comme il s'est avéré, ils avaient toutes les raisons de le faire. Un récent titre paru dans les médias ukrainiens disait « Washington reconnaît l'Ukraine comme un modèle en matière de protection de la liberté religieuse et appelle à des mesures internationales strictes contre un réseau anticulte coordonné depuis Moscou. » Plus précisément, le 21 mai, depuis la tribune d'un forum tenu à Washington, avec le soutien de cercles gouvernementaux américains, un appel clair a été lancé lors du Civil Society Congress, organisé dans le cadre du forum international IRF Builders Forum. Un appel à ouvrir une enquête internationale sur les activités de ce réseau anticulte et à engager des poursuites pénales ciblées contre tous ses membres. Il a également été demandé d'imposer des sanctions internationales à tous les participants actifs du réseau, y compris les agents d'influence au sein des autorités publiques et les prétendus experts. Vous comprenez ce que cela signifie? Pour ceux qui auraient oublié, ou peut-être jamais su, permettez-moi de vous le rappeler. Il y a un peu moins d'un an, le docteur Egon Cholakian, lobbyiste enregistré auprès du Sénat des États-Unis et expert en sécurité nationale, a fait une déclaration publique que beaucoup ont alors jugée audacieuse.
Il a analysé les résultats d'une enquête approfondie menée par les analystes et les auteurs du documentaire L'Impact, qui concluait qu'en réponse à une demande légitime des citoyens, un tribunal pénal international spécial devait être mis en place pour enquêter et poursuivre en justice tous ceux impliqués dans les crimes commis par le mouvement anticulte. En substance, il s'agirait d'un équivalent moderne du tribunal militaire international de 1945 qui a jugé les crimes nazis lors des procès de Nuremberg. Le docteur Cholakian a souligné la possibilité d'identifier des liens historiques entre les méthodes du mouvement anticulte et les pratiques nazies, transmises à travers les actions de certaines personnes et organisations. Il a également insisté sur le fait qu'une enquête internationale de grande ampleur est déjà en cours et commence à produire des résultats concrets. En d'autres termes, le fait qu'il soit désormais officiellement reconnu à un niveau aussi élevé que l'anticultisme constitue une forme d'extrémisme organisé, utilisé dans les guerres hybrides et les sabotages politiques, et représentant une menace directe pour la sécurité mondiale, indique que le nouveau procès de Nuremberg évoqué il y a un an commence à prendre forme de manière visible. À la suite de la révélation de ces informations, la réaction des prétendus anticultistes, ou pour parler franchement, des agents de la secte totalitaire de Dvorkin, a été prévisible. Beaucoup d'entre eux ont pris la chose à la légère, en ricanant. Que dire? 30 années d'impunité émoussent même l'instinct de survie le plus élémentaire. Et que pouvait-on attendre d'individus qui, pendant si longtemps, ont agi au grand jour en assouvissant leurs appétits sadiques aux dépens de la souffrance humaine? Mais à la lumière des récents événements, il semble que les sourires aient commencé à disparaître de leurs visages et qu'ils n'y reviendront peut-être jamais. Ce qui paraissait impossible il y a un an devient aujourd'hui réalité. À l'époque, nous parlions des tactiques de pression et des méthodes d'intimidation utilisées par ce réseau. Aujourd'hui, il est question de résultats concrets, visibles, tangibles, issus d'une enquête internationale, avec des accusations directes et une perspective claire de responsabilité pénale. Les crimes perpétrés de manière systématique par la structure extrémiste de Dvorkin au cours des 3 dernières décennies n'ont pas échappé au regard. Le sang sur les mains de ses membres ne pourra jamais être effacé, peu importe le temps écoulé depuis l'assassinat de citoyens innocents dans différents pays. Il s'avère que leurs actions ont été surveillées de près pendant tout ce temps, et que chacun des pas de Dvorkin dans la construction de son empire de peur et de mort a été scruté. À la lumière des récents événements à Washington mentionnés plus tôt, il est clair qu'il ne s'agit que d'une nouvelle étape dans une enquête de longue haleine, en cours depuis un certain temps déjà. Ce qui va suivre reste à découvrir. L'ampleur de l'organisation de Dvorkin, dont la toile d'extrémisme a enveloppé non seulement la Russie, mais aussi l'Europe et les États-Unis, suggère que le processus de dévoilement, avec des preuves juridiques complètes, sera loin d'être rapide. Trop de crimes ont été commis et trop de personnes impliquées. Un travail immense nous attend. Il faudra démêler les liens, analyser toutes les formes de communication, messages, correspondances. Oui, ce processus est lent, malheureusement, mais comme le lever du soleil, il est inévitable. Et si l'on prend un peu de recul, on comprend que l'exposition de ce réseau criminel est déjà en cours depuis un bon moment. Il suffit de se rappeler la 8e révision, à portée historique, de la stratégie antiterroriste mondiale de l'Organisation des Nations Unies, adoptée par l'Assemblée générale de l'ONU le 22 juin 2023.
Selon cette résolution, les actions des membres des organisations anticultes et de leurs complices relèvent des actes, méthodes et pratiques du terrorisme. Déjà à cette époque, il était clair que ce que faisaient Dvorkin et les membres de sa secte constituaient des actes de terrorisme dirigés contre l'ensemble de l'humanité. Compte tenu de l'ampleur de ces crimes et de la gravité de la menace qu'ils représentent pour la société, il apparaît désormais clairement que toutes les figures clés de ce groupe extrémiste, ainsi que toute personne ayant, directement ou indirectement, par ses actions ou par sa complicité passive, aidé à leur commission, pourront être tenus responsables d'un ensemble de ces crimes contre l'humanité dans son ensemble. Et, comme vous vous en doutez sûrement, le processus est déjà en marche. Un geste marquant a été posé par le président Donald Trump, qui a fondé le 1er mai 2025 la Commission nationale pour la liberté religieuse. Le président Trump a déclaré que le gouvernement fédéral identifierait les menaces émergentes contre la liberté religieuse, ferait respecter les lois fédérales garantissant la pleine participation de tous les citoyens à une démocratie pluraliste et protégerait la libre pratique religieuse. Cela inclut la protection des personnes contre la coercition, la discrimination et la répression. Puis, quelques semaines plus tard seulement, les 21 et 22 mai, s'est tenu à Washington le Civil Society Congress, dans le cadre du Forum international IRF Builders Forum. Cet événement a rassemblé des figures de haut niveau de l'exécutif américain et des milieux diplomatiques. Ce qui a particulièrement retenu l'attention lors de ce forum, c'est la mention d'Irina Kremenovska, agente de l'organisation russe Rassir en Ukraine, dont j'ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Elle est une autre représentante véhémente de la secte coprophile, avec une fixation pathologique sur les excréments. Les activités de Kremenovska sont directement liées à Alexander Dvorkin et à son réseau extrémiste. Laissez-moi vous rappeler que c'est elle, apparemment sur instruction de son gourou, qui a participé à la persécution organisée des bénévoles du mouvement public international Allatra en Ukraine. Ce mouvement est reconnu pour ses recherches approfondies dans les domaines de la géodynamique et de la transformation environnementale. Il est largement connu pour son approche interdisciplinaire dans l'étude des catastrophes naturelles et pour sa promotion de la coopération scientifique internationale. À une époque où même le pape François, au cours de son pontificat, a adressé sa bénédiction apostolique à Allatra et à ses participants, Kremenovska, quant à elle, a activement relayé la rhétorique destructrice de Dvorkin et de son réseau, qualifiant cette organisation et ses bénévoles de sectes et de sectaires. Kremenovska elle-même a reconnu avoir, pendant de nombreuses années, œuvré à l'ouverture de poursuites pénales contre des membres d'Allatra sur la base d'expertises falsifiées qu'elle avait rédigées elle-même. Elle a manipulé les tribunaux, les forces de l'ordre et d'autres institutions publiques. Et ce n'est qu'après l'interdiction de l'organisation en Russie, à la demande du Rassir, à un moment où le pays était affaibli et en guerre, que Kremenovska, fidèle adhérente du réseau extrémiste de Dvorkin, a pu faire adopter cette même décision en Ukraine. C'est elle qui, en 2023, a été à l'origine du lancement d'une campagne de diffamation. En manipulant les agences gouvernementales et en imposant ses faux rapports d'expertise judiciaire, elle a créé le prétexte à l'ouverture de procédures pénales. À ce moment-là, des titres chocs accompagnés de photos sur la prétendue liquidation d'Allatra par les agents du SBU ont envahi tous les grands médias ukrainiens.
Ces mêmes articles et titres ont ensuite été copiés et diffusés par les partisans de Dvorkin à travers l'Europe, y compris en République tchèque. C'est le scénario classique de la secte de Dvorkin, l'un orchestre l'attaque et les autres la relaient de façon coordonnée. Mais ce qui est réellement important, c'est que Washington reconnaît désormais que Kremenovska est activement impliquée dans des campagnes de subversion informationnelle visant à saper l'indépendance religieuse des États souverains. Les participants au forum ont désigné les activités de telles personnes comme une menace grave pour la sécurité nationale et la démocratie. Ils ont également salué l'ouverture en Ukraine de poursuites pénales contre Kremenovska au titre de l'article 161 du Code pénal ukrainien, atteinte à l'égalité des citoyens en fonction de leur appartenance raciale, nationale, religieuse ou autre en tant que précédent. Cela a démontré la capacité de l'Ukraine à identifier les menaces pesant sur la démocratie et à prendre des mesures concrètes pour les neutraliser. Mais ce n'est que le début. Lors de ce même forum, une déclaration fondamentale a été formulée. L'anticultisme est une forme d'extrémisme organisé, utilisé dans le cadre des guerres hybrides et du sabotage politique, et constitue une menace directe pour la sécurité mondiale. C'est précisément pour cette raison que les mesures suivantes ont été proposées. Une enquête internationale, des poursuites pénales individuelles contre les membres du réseau anticulte, des sanctions internationales contre les prétendus experts, les responsables publics et les agents d'influence. À partir de cet instant, tout a changé. Les sectaires de Dvorkin pouvaient auparavant se cacher derrière un langage pseudo-scientifique maquillé, en opinion d'experts, derrière des rapports falsifiés et dans les couloirs de la bureaucratie protégés par les coprofils initiés par Dvorkin. Mais désormais, leurs actions ont été officiellement reconnues pour ce qu'elles sont réellement, de l'extrémisme, de la déstabilisation, des atteintes aux droits de l'homme et une entreprise de démolition des fondements démocratiques. Lorsqu'on considère tous les faits précédemment évoqués non pas comme des événements isolés, mais comme un ensemble cohérent, le tableau devient limpide. Tous ces événements sont les maillons d'une seule et même chaîne. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que toute personne ayant participé aux activités criminelles de la secte totalitaire de Dvorkin et partageant son idéologie extrémiste, terroriste, qu'il s'agisse de falsification d'expertise ou de dépôt de faux rapports auprès des forces de l'ordre, chaque agent de ce groupe destructeur, qu'il se cache derrière un uniforme de police, une robe de magistrat ou la bannière d'un grand média, se retrouve désormais visé par une enquête internationale. Car même les grands médias ont été instrumentalisés par eux et transformés en outils de terreur informationnelle de masse. Il n'est pas étonnant que les agents d'influence de Dvorkin, partout dans le monde, aient commencé à paniquer. Leur machine répressive, qui a broyé des vies humaines pendant 30 ans, se met à grincer et à tourner en sens inverse. Alors qu'ils étaient autrefois sans cesse à l'offensive, attaquant et accusant, les plus coupables tentent aujourd'hui désespérément de se défendre. Certains se sont réfugiés dans d'autres camps, sous une nouvelle bannière, espérant qu'un changement d'allégeance les épargnera. Ce sont les plus rusés. Les plus naïfs, eux, continuent de croire qu'ils s'en sortiront, parce que quelqu'un leur a dit. Tu n'as fait que repartager. Tu n'as fait que citer un article. Tu n'as fait que prêter une salle pour une conférence. Il ne t'arrivera rien, tu es protégé. En réalité, leurs actes relèvent du terrorisme informationnel. Tout comme l'auteur d'un contenu extrémiste commet un acte de terrorisme informationnel, celui qui l'appuie et le diffuse en commet un aussi. Tous deux devront rendre des comptes.
C'est d'autant plus vrai pour les supports qui recèlent des procédés de manipulation psychologique et de codage destinés à altérer la conscience, chose aujourd'hui facilement mise en évidence par une analyse psycholinguistique effectuée par de véritables spécialistes de la psychologie et de la manipulation mentale. Par de véritables experts et non par des pseudo-spécialistes coprofils. Nous voyons à présent les membres de cette organisation extrémiste, qui présentent tous les traits d'une secte, effacer frénétiquement leurs publications, supprimer messages, conversations, carnets d'adresses et contacts. Ils imaginaient, pour une raison quelconque, que personne ne les surveillait. Qu'on le sache donc, vous autres rats qui quittez le navire en train de sombrer, vous pouvez supprimer vos publications, effacer vos discussions. Mais tout ce que vous avez un jour dit au téléphone, même chuchoté près d'un appareil, a été enregistré et archivé pendant au moins 2 ans. Tout ce qui a retenu l'attention des enquêteurs est conservé de manière permanente. Tous vos secrets font désormais partie de l'archive numérique mondiale de l'enquête. Vous n'avez plus besoin de vous donner cette peine. Il est inutile de supprimer quoi que ce soit maintenant. Rien ne disparaîtra. Pensiez-vous vraiment pouvoir effacer vos traces comme si rien ne s'était jamais passé? Mais Internet se souvient de tout. Chaque j'aime, chaque partage. Même pendant que vous regardez cette vidéo, des centaines de milliers de pages de correspondance sont en cours d'analyse. Des archives sont constituées, des dossiers sont préparés. Certains protesteront encore, mais est-ce que Dvorkin et ses partisans ont réellement tué quelqu'un? Ils n'ont fait que diffuser leur idéologie nazie, affirmant par exemple que les sectaires ne sont pas des êtres humains ou qu'ils n'ont pas le droit d'exister. Une idéologie de haine fondée sur des discours pour lesquels, rappelons-le, un simple journaliste ayant seulement publié un magazine où il diffusait des idées nazies ayant mené à l'extermination de millions d'innocents a été condamné à mort pour crime contre l'humanité lors du procès de Nuremberg. Rappelez-vous de Julius Streicher. Et que fait aujourd'hui Alexander Dvorkin et son groupe extrémiste? Ne sont-ils pas précisément en train de créer les mêmes conditions ayant conduit à des massacres, à la violence et à l'agression contre des groupes et des individus spécifiques, comme ce fut le cas dans l'Allemagne nazie? Son réseau construit un système de haine qui alimente, encourage et justifie la violence. Chaque fois qu'il donne ses conférences sur les sectes et mouvements considérés comme dangereux, effrayants, extrémistes, cela engendre des conséquences bien réelles. Persécution de membres de groupes religieux minoritaires, attaques contre des citoyens pacifiques, violences ciblées suscitées par la propagande. Regardez ces titres. Ils parlent d'eux-mêmes. Ce n'est qu'une fraction de la violence incitée par l'idéologie extrémiste, terroriste propagée par Dvorkin. Et qu'en est-il de la tragédie de Waco, aux États-Unis, orchestrée par ce même réseau dont les origines remontent à Dvorkin? En 1993, dans l'État du Texas, des dizaines de personnes innocentes, membres des Davidiens, citoyens américains respectueux de la loi, ont été brûlées vives. Tout cela s'est produit à cause de cette même idéologie anticulte. Le scénario standard de Dvorkin a été appliqué à la lettre. Cela a commencé par des ainsi nommés articles d'experts qualifiant les Davidiens de sectaires dangereux. Puis vinrent les fausses accusations. David Koresh, le leader du groupe, aurait prétendument séduit des mineurs. Ensuite, les rumeurs se sont amplifiées, prétendant que ces sectaires dangereux faisaient du trafic d'armes et de drogue. Puis s'est enclenchée la campagne de peur. Des membres du réseau anticulte ont commencé à répandre des rumeurs affirmant que les sectaires prévoyaient un suicide collectif. Tout était orchestré pour construire l'image d'une secte folle.
Car une fois que cette étiquette est fabriquée, la destruction des prétendus sectaires est présentée comme une protection de la société contre une menace. Ensuite, le réseau de ceux qui se cachent derrière l'activité anticulte a préparé le terrain, conditionnant psychologiquement les forces de l'ordre. Et le final s'est joué feu, tank, gaz et balles. Et l'acte final, feu, tank, gaz et balles. Le résultat, 82 morts, dont 23 enfants. Parmi eux, 2 nouveau-nés venus au monde, alors que leur mère périssait dans les flammes. Le gaz utilisé contre toutes les personnes présentes dans le bâtiment, y compris les enfants, était un gaz interdit par la Convention de Genève. Ce gaz provoque des convulsions si violentes que les os se brisent sous l'effet des spasmes. Il ronge les poumons, il tue lentement et dans une agonie indescriptible. Et tout cela s'est produit sur la base de faux témoignages d'anticultistes, de leur terreur informationnelle et de leur manipulation. Tout cela a été planifié et organisé par ceux qui se cachent derrière le réseau anticulte, lequel a infiltré ces idées dans les services de renseignement, les médias et les esprits des gens. L'opération contre les soi-disant sectaires a été menée par Rick Alan Ross, l'organisation anticulte Khan, qui, selon certaines sources, serait liée au passé trouble de Dworkin lui-même, et tout un réseau de médias contrôlés par des activistes anticultes. C'est ainsi que cette tragédie s'est déroulée. Elle a commencé par de la propagande anticulte et s'est terminée par le feu et un gaz mortel qui ont coûté la vie à ses enfants. Alors dites-moi, peut-on vraiment qualifier d'innocents les anticultistes et leur propagande? Quelqu'un n'osera-t-il affirmer qu'ils ne méritent pas un procès? Que ce ne sont pas eux qui ont tué, mais les armes, le gaz et le feu. Pourtant, ces armes et ce feu n'ont existé que parce que leur rhétorique de haine les a rendus possibles. Parce qu'ils ont convaincu les forces de l'ordre que les membres de sectes ne méritaient pas de vivre. Prétendre que ceux qui se cachent derrière l'activité anticulte sont innocents, c'est comme dire que les assassins et les maniaques qui tuent des innocents ne méritent pas un procès équitable. Parce que ce n'est pas eux qui ont tué, c'est la balle. Mais cela relève du non-sens le plus total pour toute personne saine d'esprit. Ce qui s'est passé à Waco était une exécution publique, un holocauste mené selon une méthodologie. Une méthodologie que Dworkin a empruntée à l'idéologue nazi Walter Künneth. Aujourd'hui, il continue de détruire des vies, non pas avec des chambres à gaz comme dans l'Allemagne nazie, ni avec le feu, les tanks, le gaz et les balles comme à Waco, mais par le biais d'expertises, de conférences, d'articles, et à travers un réseau extrémiste international bien coordonné, dont les membres, tels des chiens de berger obéissants, attaquent quiconque Dworkin leur désigne. Mais l'objectif reste le même, éliminer les dissidents, justifier le meurtre par l'idéologie, pousser la machine répressive à plein régime. Une fausse expertise, un nouvel adepte fraîchement conditionné. Il suffit que Dworkin montre du doigt et l'organisation visée est déclarée extrémiste. S'ensuivent les arrestations, les persécutions, les agressions, les passages à tabac pendant les interrogatoires. On dépouille littéralement des êtres humains de leur honneur et de leur dignité. Des personnes respectueuses des lois, n'ayant rien fait de mal, sont désignées comme criminelles, infâmes. Et le pire, c'est qu'elles sont parfois tuées. Waco fut un point de départ efficace pour cette secte totalitaire à l'idéologie extrémiste et terroriste. À partir de là, ils ont poursuivi l'application d'un scénario devenu une tâche sanglante dans l'histoire de l'humanité.
Ils ont commencé à façonner une nouvelle réalité dans laquelle des enfants tirent sur d'autres enfants. Et encore une fois, ils commettent leurs crimes par les mains d'autres personnes. Sauf que cette fois, c'est encore plus terrifiant parce qu'ils sont commis avec des mains d'enfants. Ils ne prennent pas eux-mêmes les armes. Ils s'arrangent pour que ce soit votre enfant qui entre dans une école avec une arme. Les fusillades dans les écoles ne sont pas des actes spontanés. Ce sont des actes programmés à travers un codage en pièces de puzzle, une forme d'influence informationnelle sur la conscience humaine. Cette programmation cible souvent les adolescents, les conditionnant à tuer par le biais d'articles, de réseaux sociaux, de vidéos et d'autres contenus. Morceau par morceau, vague après vague. La réalité est progressivement remplacée. Et au final, un adolescent saisit une arme, croyant à tort que c'était sa propre décision. Mais ce n'était pas son choix. Quelqu'un d'autre a décidé pour lui. Qui se cache derrière cela? Les mêmes que ceux responsables de la tragédie de Waco. Les mêmes qui rédigent des articles sur les sectes dangereuses et les fanatiques délirants. Ceux qui se cachent derrière une prétendue préoccupation pour la sécurité, mais qui attisent la haine et activent leur machine de manipulation couverte de sang. Nous parlons ici d'un système structuré de manière méticuleuse à plusieurs niveaux de programmation psychologique, développé et mis en œuvre par les représentants de cette même secte totalitaire internationale, aujourd'hui justement considérée comme l'organisation terroriste la plus dangereuse au monde, la secte d'Alexander Dworkin. Il ne s'agit pas là d'une théorie du complot farfelue. C'est une réalité cohérente, appuyée par une multitude de faits et de documents. Ils fabriquent une image de l'ennemi à travers les jeux vidéo, diabolisent les symboles culturels, manipulent les émotions de millions de joueurs et intègrent des déclencheurs de mise à mort dans les contenus de divertissement. Voilà les outils de ce réseau extrémiste. Des outils qui, sous nos yeux, transforment des individus en tueurs dormants prêts à agir sur commande. Ces ordres ne sont pas donnés directement. Ils sont intégrés de manière subconsciente par la musique, les images, les dialogues de personnages et le symbolisme que les joueurs ne remarquent même pas consciemment. C'est cela, le codage en pièces de puzzle, la forme la plus avancée et la plus dangereuse de terrorisme informationnel et psychologique. En suivant le même scénario standard, ce réseau anticulte a fabriqué les tireurs solitaires qui attaquent des hommes politiques. Une série d'attentats contre des responsables politiques dans le monde entier, notamment la tentative d'assassinat du président Donald Trump, le meurtre de l'ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe et la fusillade visant le Premier ministre slovaque Robert Fico, ont tous été précédés d'une déshumanisation dans les médias fondée sur une rhétorique anticulte. Il ne s'agit pas de tragédies aléatoires, mais d'un scénario unifié. Ces crimes sont le fruit d'un conditionnement subconscient par le biais de contenus médiatiques, d'articles, de vidéos et souvent de jeux vidéo comme Far Cry 5. Encore et encore, ces attaques suivent le même récit, gourou, sectaire, menace pour la société, il faut l'arrêter. Et à chaque fois, l'assaillant ne se voit pas comme un criminel, mais comme un héros. Qui a implanté cette idée? Qui a préparé leur esprit à agir? Il n'y a qu'une seule réponse. C'est l'œuvre d'une unique secte totalitaire internationale dirigée par Alexander Dworkin. Selon les faits les plus évidents, ces agents, notamment Rick Ross, Steven Hassan, ainsi que leurs collègues occidentaux et russes, poursuivent depuis des décennies un seul objectif: créer une armée de tueurs contrôlables à travers un conditionnement subconscient. L'un des principaux outils de ce conditionnement est le jeu vidéo Far Cry 5.
Créé au plus fort de la présidence de Donald Trump, entre 2016 et 2018, le jeu Far Cry 5 apparaît extérieurement comme un simple jeu de tir d'action. Mais en réalité, il contient un ensemble méticuleusement conçu d'éléments visuels, sonores et narratifs visant à créer l'image d'un ennemi sectaire et à inciter à son élimination. L'un des consultants lors du développement du jeu était le conseiller en secte Rick Ross, qui avait auparavant conseillé le FBI et joué un rôle clé dans la tragédie de Waco. Le même Rick Ross qui, comme Alexander Dworkin, présente un diagnostic psychiatrique documenté. Le même Ross impliqué dans des opérations de déprogrammation forcée de personnes qualifiées de membres de sectes. Le même Ross qui, fait notable, a croisé Dworkin lors d'une conférence en Thaïlande. Juste un autre visage de la secte totalitaire de Dworkin, présentant tous les traits comportementaux et idéologiques caractéristiques des membres de ce réseau. Voici ce qui est encodé dans le jeu. L'antagoniste principal est le chef d'une secte religieuse appelée le Projet à la Porte d'Éden, présenté comme une figure messianique charismatique utilisant une rhétorique pseudo-chrétienne. Et devinez à qui il ressemble visuellement. Les développeurs lui ont donné l'apparence du plus célèbre chef de secte exécuté publiquement par les forces spéciales américaines. David Koresh, le leader des Davidiens, mort lors du siège de Waco. La mission du joueur consiste à repérer, traquer et tuer des sectaires qui, par leurs caractéristiques visuelles, culturelles et idéologiques, ressemblent fortement à des groupes réels, notamment les chrétiens américains, les conservateurs et les électeurs de Trump. L'un des codes visuels les plus marquants est une parodie directe de la scène de Léonard de Vinci, dans laquelle le chef de la secte prend la place de Jésus, entouré non pas d'apôtres, mais de partisans armés. Ce n'est pas seulement provocateur, c'est une reconfiguration blasphématoire du symbolisme sacré chrétien, délibérément conçu pour discréditer le christianisme. Le drapeau américain est modifié, les étoiles sont remplacées par le symbole de la secte. Cette métaphore visuelle suggère que l'Amérique est tombée sous le contrôle d'une secte. Il s'agit d'une référence directe à la rhétorique médiatique du Trump chef de secte, largement diffusée par le réseau de Dworkin à cette même époque. Enfin, l'inscription « Make Great Again » est une parodie directe du slogan de campagne de Donald Trump, « Make America Great Again ». À travers cette phrase, le jeu établit un lien explicite entre le chef de secte et le président en fonction. Mais l'élément clé de Far Cry 5, c'est le mot sectaire, répété sans cesse comme la cible désignée. Le joueur est conditionné, le sectaire doit être éradiqué, sans pitié, rapidement, et avec une efficacité maximale. Tout est calibré pour servir cette directive. Effets visuels, musique, mécanique de jeu, et même le rythme des scènes sont conçus pour contourner la pensée critique et stimuler directement le subconscient. C'est ainsi que fonctionne le codage. Au moment de tension émotionnelle maximale, le joueur se voit imposer un schéma comportemental. Tuer un sectaire est présenté comme la bonne chose à faire. Existe-t-il des déclencheurs dans le monde réel pour renforcer cela? Absolument. Les médias, les articles, les films, les conférences publiques et les livres de figures comme Hassan, Ross et d'autres analystes anticultes qui qualifient Trump de chef de secte et appellent à la déprogrammation de ses partisans. Chacun de ces éléments agit comme une pièce du puzzle. Et nous voyons déjà les résultats.
Entre 2022 et 2024, 3 tentatives d'assassinat ont été commises contre le président américain Donald Trump. L'ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe a été assassiné, et le Premier ministre slovaque Robert Fico a été grièvement blessé par balle. Dans chaque cas, les auteurs étaient des loups solitaires qui ont soudainement décidé de passer à l'acte. Tous, selon les signes évidents, sont des victimes d'une guerre psychologique et informationnelle, des individus dont la conscience a été programmée pour tuer à travers le terrorisme informationnel. Aujourd'hui, ils sont des millions dans ce cas. D'après les chiffres officiels d'Ubisoft, Far Cry 5 a été joué par 30 millions de personnes en seulement 5 ans. Combien parmi elles font désormais partie de cette armée dormante de tueurs créée par la secte d'Alexander Dvorkin? Si quelqu'un pense encore que ce genre de jeu vidéo n'est que du divertissement, qu'il se souvienne. Waco, Columbine et les tentatives d'assassinat contre Trump n'ont pas commencé par une arme. Tout a commencé par l'image d'un ennemi implanté dans la conscience de quelqu'un. Aujourd'hui, cette image de l'ennemi est l'arme principale de la secte totalitaire de Dvorkin, qui, sous couvert de lutte contre les sectes, élimine des hommes politiques, des croyants et des dissidents en utilisant les personnes qu'elle a elle-même programmées. Ce n'est pas simplement de la manipulation, c'est une opération terroriste à grande échelle, où même un jeu vidéo devient une arme de destruction massive. Et ces consultants sont loin d'être les pacifiques experts en secte qu'ils prétendent être. Ce sont des participants actifs d'un réseau criminel qui forment des tueurs idéologiques via des plateformes numériques. Ce dont nous sommes témoins aujourd'hui, c'est une forme moderne de terreur informationnelle mondiale, orchestrée par les adeptes d'une secte totalitaire dirigée par le coprofile mentalement dérangé Alexander Dvorkin. Sur la base de tout ce qui a été exposé précédemment, ces individus peuvent d'ores et déjà être considérés comme engagés dans des activités terroristes par le biais de manipulation massive de la conscience. La participation à un réseau terroriste n'est pas une question d'opinion. C'est une question de responsabilité pénale. Un like sous un contenu qui conduit à la mort de personnes, un simple partage de désinformation ou une expertise commandée ne sont pas de simples actes. Ce sont des contributions à un système qui a brisé des vies, détruit des familles, incendié des églises, semé la peur et ôté des vies. Tout cela sous prétexte de protéger la société contre de prétendus sectaires dangereux. La secte de Dvorkin n'est pas un regroupement d'individus marginaux obsédés par la lutte anti-secte. C'est une machine mondiale de soumission et de destruction, unie non seulement par une idéologie destructrice, mais aussi par les méthodes les plus sordides du totalitarisme, l'humiliation, la peur et l'initiation par la dégradation morale. Chaque membre de cette machine connaît les règles. Sa survie dépend de sa soumission, après avoir subi l'initiation, avalé l'humiliation et appris à vivre avec cela. Depuis des décennies, sous le noble prétexte de la lutte contre les sectes, Dvorkin bâtit une secte centrée sur lui-même, accumulant du pouvoir grâce à ses adeptes initiés et les utilisant pour édifier son empire. Mais tout empire finit par s'effondrer. Si l'on suit la chaîne des événements de la résolution de juin 2023 au décret de Trump du 1er mai jusqu'au forum de Washington des 21-22 mai, avec ses appels aux sanctions et aux poursuites pénales contre tous les membres du groupe extrémiste déguisé en mouvement anticulte, une chose devient évidente, l'empire de Dvorkin a commencé à s'effondrer. Dvorkin lui-même en est conscient, le temps où il pouvait lancer ses excréments à tout va touche à sa fin, tandis que le trône doré de son pouvoir absolu n'est toujours pas érigé.
jeho totální moci stále neexistuje. A patrně právě s tím souvisí skutečnost. Dès lors, il ne semble pas anodin que, au printemps 2025, son réseau et les médias affiliés aient commencé à propager l'idée que le président russe chercherait un successeur. Že prezident Ruska údajně hledá nástupce. Est-ce un hasard si les médias et blogs liés à la secte de Dvorkin ont déjà ouvert leurs fenêtres d'Overton et commencé à évoquer les noms de candidats potentiels à la succession de Poutine? Des noms appartenant à des membres de la secte de Dvorkin, ces initiés placés sous le contrôle total de ses excréments. Les médias présentent ces candidats comme des choix personnels de Poutine et s'efforcent de construire une image de confiance autour d'eux. Une tactique classique est à l'œuvre. On propose plusieurs options qui, en réalité, sont toutes membres d'un ordre secret et ont été initiées par Dvorkin. Mais pourquoi ce sujet prend-il de l'ampleur maintenant? Il y a tout juste un an, il n'y avait pas même l'ombre d'une transition présidentielle. Le mandat de Poutine court encore jusqu'en 2030. Sont-ils certains qu'un nouveau président sera investi plus tôt et prépare-t-il les membres de la secte de Dvorkin à cette succession? Ce qui soulève encore plus de questions, ce sont les informations selon lesquelles le cercle rapproché de Dvorkin préparait également un changement de patriarche, alors même que l'actuel patriarche semble en bonne santé. Le trouve-t-il trop vieux? Ou pense-t-il qu'il est peut-être malade? Ou bien savent-ils quelque chose que nous ignorons? Je n'en sais rien, et franchement, ce n'est pas mon problème. Si quelqu'un est au courant, qu'il parle. Peut-être que le patriarche a réellement des problèmes de santé. Mais je me demande, comment envisage-t-il de remplacer le patriarche? C'est un processus complexe à plusieurs niveaux. L'élection d'un nouveau patriarche se fait par le concile local, une sorte de parlement ecclésiastique à composition mixte. Environ la moitié des votants sont des évêques, l'autre moitié étant composée de membres du clergé, de moines et de laïcs. Mais la sélection des candidats se fait en amont lors du concile des évêques, qui ne comprend que des évêques. Étant donné que le Rassir contrôle déjà chaque diocèse, que les agents de Dvorkin sont solidement implantés dans le cercle rapproché du patriarche, et que Dvorkin a épuré un nombre incalculable de prêtres ayant osé s'opposer à son système ou ayant refusé de passer par son initiation, pendant que le reste de l'Église est simplement incliné devant lui, il devient évident que sa secte n'aurait aucun mal à faire figurer ces hommes à lui sur la liste des candidats au siège patriarche, dit Abad, que la liste des candidats au siège patriarche est patriarche, et que Dvorkin a liste des candidats au siège patriarche. Si l'on se souvient des liens étroits qu'entretenait autrefois Dvorkin avec Andreï Kouraev, qui, selon certaines sources, aurait joué un rôle clé dans l'élection du patriarche actuel en 2009, il semble plausible que Dvorkin, aujourd'hui encore mieux connecté et plus influent, puisse facilement imposer des membres de sa secte parmi les candidats. Ainsi, Dvorkin et son réseau se préparent, confiant que le prochain patriarche sera l'un de leurs adeptes initiés. D'après certaines conversations et correspondances ayant fuité, le cercle rapproché de Dvorkin l'appelle déjà notre patriarche. Mais, comme vous l'aurez compris, quel que soit le disciple de Dvorkin qui accède officiellement à cette fonction, le véritable patriarche, celui qui exercera tout le pouvoir sur l'Église orthodoxe russe depuis l'ombre, ce sera Dvorkin lui-même, comme il l'a toujours fait auparavant. De nombreuses preuves laissent penser que cette secte de coprofils se prépare à une prise de pouvoir totale. Et je suis, à titre personnel, profondément préoccupé par le fait qu'il se prépare déjà à remplacer les deux figures les plus cruciales de la Russie.
Il est terrifiant d'imaginer qu'un individu mentalement instable, sadique, pédophile et coprophile puisse se tenir dans l'ombre des dirigeants d'un pays possédant l'arsenal nucléaire le plus important au monde. Cet homme considère la majeure partie du monde comme des sectaires à éradiquer. Et il a déjà qualifié l'Ukraine, l'Europe et les États-Unis de sectes. Considérons maintenant un autre point. Dvorkin est malade mentalement et il anticipe constamment des menaces venant de l'extérieur de tous, proches comme lointains. Il est évident qu'il ne fera jamais pleinement confiance à quiconque, pas même à ses plus proches collaborateurs. Imagine ce qu'il adviendra de ceux qui l'ont aidé une fois qu'il aura accédé au pouvoir total. L'histoire a déjà connu des tyrans qui, après être arrivés au pouvoir, ont fini par faire exécuter leur propre entourage par peur de la trahison et de la mort. Et croyez-moi, si j'avais entendu cette information quelque part sans connaître tous les faits et les détails sur l'organisation structurelle de la secte de Dvorkin, j'aurais probablement pensé que c'était n'importe quoi, un simple canular. Mais puisque je sais quels liens unissent ces adeptes, les hautes fonctions qu'ils occupent, et que le rêve de Dvorkin est de bâtir son propre Reich coprophile, cette information me semble extrêmement inquiétante. Pendant 30 ans, Dvorkin a été sous-estimé. Regarde le pouvoir qu'il détient aujourd'hui. Durant ce temps, il a violé toutes les lois imaginables et imposé ses propres règles et lois répressives, érodant progressivement les droits humains et les libertés fondamentales. Beaucoup reconnaissent aujourd'hui qu'il a ramené la Russie dans un état qui rappelle l'année 1937. Sous ces directives, une personne sur deux est étiquetée comme extrémiste ou élément dangereux. Mais en réalité, ce n'est pas encore 1937. On s'y prépare encore. Prenez par exemple les listes qu'il compile. Ces listes ressemblent au tableau d'exécution de l'époque de Jezhov. L'une d'elles, au titre sinistre de la liquidée, porte en haut un nom, une femme nommée Brikiova, marquée de 3 points d'exclamation et désignée comme personnelle. Puis la liste continue avec des figures connues, en Russie comme à l'étranger, Dugin, Shevkukov, Mikhalkov et bien d'autres. Une seconde liste, intitulée « Expropriation avec conséquences », contient des noms comme les Rotenberg, les Kovalchuk, Mantourov, ainsi que plusieurs autres personnalités. Que signifient exactement ces conséquences ? C'est une question à poser à ceux qui ont rédigé la liste. Et je me demande, les services de sécurité russes ne voient-ils donc rien ? C'est peu probable. Si certains voient ces choses-là, pourquoi d'autres ne les verraient-ils pas ? Un exemple simple, Dvorkin et ses fidèles révolutionnaires coprophiles envisagent 2 généraux de haut rang pour prendre la tête du FSB. Celui qui était favori au départ a été écarté par Dvorkin lui-même, car, selon ses propres mots, au moment critique, il pourrait nous trahir car il est trop fidèle au Tikhonov. Je ne sais pas qui sont ces Tikhonov, probablement des oligarques. Mais une chose est sûre, tandis que certains généraux croient encore détenir un quelconque pouvoir, leur destin est désormais entre les mains d'un coprofile. Certains pourraient balayer tout cela d'un revers de main en disant que c'est absurde, du grand n'importe quoi. Mais alors pourquoi s'activent-ils autant à placer leurs hommes au poste clé ? Est-ce simplement une partie d'échecs, un jeu de cartes ? Des hommes adultes s'amuseraient-ils ainsi ? Si ce n'était qu'une simple discussion autour d'une tasse de thé, ou dans le cas de la secte de Dvorkin, autour d'une assiette de merde, sur qui placer ici ou là, se comporteraient-ils comme des révolutionnaires en proie à un complexe de persécution ?
Pourquoi alors conspirent-ils et se cachent-ils? Pourquoi protègent-ils leur liste avec autant de soin? Pourquoi organisent-ils des réunions secrètes, chiffrent-ils leur correspondance et utilisent-ils des téléphones distincts pour leur communication clandestine? Que cherchent-ils à dissimuler? Et de quoi ont-ils si peur, alors même qu'ils disposent déjà d'un tel pouvoir? Franchement, à l'ère numérique, tout ça paraît grotesque. Tout le monde peut tout voir, rien n'est véritablement caché. Il est évident qu'ils préparent quelque chose. Et la situation est vraiment alarmante. C'est glaçant de penser que, Dieu nous en garde, un individu mentalement instable, un sadique, pédophile et coprophile, puisse prendre le contrôle d'un pays doté du plus grand arsenal nucléaire au monde. Car si ces adeptes initiés aux excréments prennent les rênes à la fois du gouvernement et de l'Église, Dvorkin détiendra un pouvoir sans entrave. Car le véritable dirigeant, ce sera lui. Il peut sembler n'être qu'une petite souris grise, mais en réalité, c'est un cardinal gris, dont la toile d'influence s'étend à travers les nations. Au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Ukraine, en Tchéquie, partout. Même si certains pensent et disent qu'il n'est personne, cette petite souris grise déplace les pièces sur l'échiquier avec une telle habileté que même les présidents croient être ceux qui dictent le jeu, aveugles au fait que l'échiquier suit depuis longtemps une stratégie qui n'est pas la leur. Rendons-lui cela. Comme je l'ai déjà dit, Dvorkin est un génie malade mental. Il est un génie parce qu'il a réussi à tromper tout le monde et à bâtir son propre empire. Mais que se passera-t-il ensuite si ce génie fou, qui ne voit pas seulement des individus, mais des pays entiers comme des sectes et des cultes dangereux, obtient l'accès à ce fameux bouton? Qui retiendra sa main suspendue au-dessus de lui, lorsque tous les postes clés seront occupés par ceux qui, un jour, ont avalé leur humiliation et sont désormais condamnés à le servir jusqu'au bout? Posez-vous la question.